L'empathie, oui, dans le langage courant, je pense que Alain Bertos a dû le montrer lors de sa conférence inaugurale. Le concept d'empathie renvoie au domaine des relations interpersonnelles. On dit généralement j'ai de l'empathie pour Maria ou j'éprouve de l'empathie pour Stéphane. À quoi nous nous référons donc avec ces termes? Selon de nombreux psychologues, l'empathie n'est pas, à proprement parler, une émotion, mais plutôt une compétence cognitive qui nous permet de comprendre les émotions de notre interlocuteur. Parmi les nombreuses définitions, on peut retenir celle d'Elisabeth Pacheri, philosophe, pour qui l'empathie serait, je cite, cette capacité que nous avons de nous mettre à la place d'autrui afin de comprendre ce qu'il éprouve. Fin de citation. Il s'agirait donc d'une faculté de projection dans l'autre, probablement naturelle et universelle, et qui serait fondamentale dans toute interaction humaine. Il est évident que si nous sommes en mesure de comprendre ce qu'une autre personne éprouve, cela peut orienter nos actions et notre manière d'interagir. Il est important de préciser que l'empathie est différente de la sympathie, une faculté qui, comme son étymologie l'indique, suppose que nous prenions part à l'émotion éprouvée par autrui, que nous partagions son expérience affective. Donc la différence entre ces deux concepts repose sur la mobilisation ou non des émotions. Au-delà de leurs différences, les concepts d'empathie et de sympathie engagent toujours donc une relation à deux termes, entre un sujet et un autre sujet. Qu'aurait donc à voir l'empathie avec la musique et qu'aurait à voir un être musicologue dans un colloque où on parle des relations interpersonnelles. Il est intéressant d'observer que le terme empathie, traduction de l'allemand Einfühlung, naît dans le domaine de l'esthétique. Avant d'être étendu aux relations intersubjectives, les concepts se diffusent entre la fin du XIXe et le début du XXe parmi des philosophes allemands, de Theodor Lipps, Johannes Volkert, Robert Vischer, entre autres. Les présupposés de ces théoriciens étaient les suivants. S'il est vrai qu'il y a toujours un sujet empathisant, celui qui se projette par empathie ou qui éprouve de la sympathie, l'autre, les référents, empathisés, peut être une personne, mais aussi un animal, un objet, un paysage, un tableau, une mélodie. C'est donc sur la base de la nature du référent qu'historiquement on distingue l'empathie intersubjective de l'empathie esthétique, et c'est surtout sur les domaines des arts visuels que ces auteurs, ces philosophes allemands, ont concentré leur attention. En gros, je vais vraiment résumer, leur intuition était que l'expérience esthétique doit être comprise non comme une réponse à un stimulus doté d'une signification propre, mais comme une forme d'identification, de projection, de séjour du sujet dans l'objet, dans les tableaux, dans la mélodie, dans le paysage. Le philosophe italien Andrea Pinotti appelle modèle hydraulique cette formulation subjectiviste de l'expérience esthétique en soulignant ainsi une idée centrale, je cite, « L'essence passe, comme dans un jeu de vases communicantes, d'un sujet qui en est plein, un objet qui en est dépourvu. » Fin de citation. Dans d'autres mots, les principes formels d'un objet, d'un tableau, d'une mélodie, je répète, ne sont pas suffisants pour en faire un objet esthétique, car il faut que le sujet remplisse ces formes d'un contenu psychique venant de lui-même, que les moi du sujet puissent se refléter dans le monde extérieur. Et la faculté qui permet ce remplissage est nommée précisément Einfühlung, empathie, sentir dedans, sentir à l'intérieur. D'autres choses. Une des intuitions majeures des premiers théoriciens de l'empathie était de souligner l'importance des limitations corporelles dans la perception des formes, donc l'importance de la participation en termes moteurs au mouvement perçu. Pour donner un exemple classique, regarder des colonnes dans une grande salle provoque en nous une activité nerveuse énergique, la respiration se règle d'après la largeur ou l'étroitesse de leur proportion dans l'espace, nos nerfs s'activent comme si nous étions ces colonnes et nous respirons aussi profondément et aussi pleinement que si notre poitrine était aussi large que cette grande salle. Un autre exemple célèbre est celui de l'acrobate. Au cirque, les spectateurs qui observent un acrobate qui marche sur un fil suspendu dans le vide montrent une tendance à imiter ce mouvement. Cette imitation s'exprime intérieurement par des tensions et relaxations musculaires, mais elle est aussi visible extérieurement. Lorsque l'acrobate semble perdre l'équilibre, le spectateur bouge en avant ou sur les côtés, en imitant les mouvements de l'acrobate. Ce sont donc ces tensions et relaxations qui sont au cœur de l'expérience esthétique. Car à tel ou tel changement corporel qu'il éprouve, le spectateur associe des sensations et des émotions bien précises. Voici donc que les concepts d'empathie esthétique, Einfühlung,
se retrouve lié à cette faculté de mimésis, d'imitation corporelle qui, depuis l'Antiquité, n'a cessé d'intéresser les philosophes et que les neuroscientifiques contemporains, se fondant sur les découvertes des célèbres neurones miroirs, pressentent comme étant à la base de l'empathie intersubjective. Toutes ces problématiques de l'empathie esthétique donc, trouvent aujourd'hui un regard d'intérêt chez les musicologues, notamment les musicologues d'orientation cognitiviste. Plusieurs chercheurs proposent que ces rapports d'imitation corporelle, donc des projections du sujet dans l'objet, soient en œuvre aussi lorsqu'on écoute de la musique. Mais qu'est-ce qu'on imite dans ce cas? Dans quoi on se projette lorsqu'on écoute la musique? Je vais proposer trois possibilités différentes. Une première est de supposer que nous imitons les mouvements des autres participants en performance musicale. Par exemple, des milliers de personnes qui assistent à un concert pop de Madonna, par exemple, ont tendance à danser de manière synchronisée. Dans ce cas, l'expérience esthétique et les émotions vécues sont au moins en partie les résultats d'une synchronisation corporelle induite par la musique. Nous imitons les mouvements de nos voisins qui dansent, et cela nous donne une sensation plaisante, celle de faire partie d'un corps collectif qui bouge en rythme avec la musique. Dans ce cas, l'empathie est véhiculée par la musique, mais elle est en jeu sur les plans social entre les participants de la performance musicale. Et c'est pour ça que je l'appelle empathie musicale intersubjective. Elle est aussi en œuvre du côté des musiciens. Jouer en groupe demande non seulement une écoute attentive, mais une synchronisation gestuelle qui passe par la vision des gestes et des mouvements des autres musiciens. Une deuxième possibilité est de supposer que quand nous écoutons de la musique, nous simulons mentalement les gestes du musicien qui produit les sons. Lorsque nous écoutons Rostropovich jouer le violoncelle, nous simulons mentalement les mouvements de son archet et de ses doigts. Et cette simulation nous aide à comprendre ses intentions expressives. La perception musicale semble en effet reposer largement sur les systèmes moteurs, et cela reste valide même quand nous ne voyons pas les musiciens en train de jouer. Ça suffit d'écouter un disque pour imiter mentalement les gestes du musicien. On peut imaginer que cette forme d'empathie, que j'appelle empathie avec l'artiste, est profondément le même processus de perception-action qui est à l'œuvre dans les interactions humaines, mettant en jeu une imitation intérieure des mouvements de notre interlocuteur, nécessaire pour comprendre ce qu'il éprouve. Une troisième possibilité, à un niveau plus abstrait, consiste à imaginer que nous percevons la musique comme des formes sonores en mouvement, réductibles à des changements d'énergie physique d'ordre sonore. Les sons fait bouger l'air et donc nous aurons perception des mouvements lorsque nous écoutons la musique. Des paramètres musicaux comme les rythmes, les tempos, les changements d'auteur ou d'intensité sonore nous donneraient une impression des mouvements comme l'exemple vidéo suivant pourrait l'illustrer. Merci aux techniciens. A priori, il y a de la musique. Merci. C'est pas moi qui ai fait la vidéo. On en trouve plusieurs sur YouTube. Donc, penser que nous percevons la musique comme une forme en mouvement, c'est une vieille idée, présente dans la musicologie occidentale depuis au moins la fin du XIXe siècle. Mais
au lieu d'expliquer l'interprétation de ces mouvements, donc mouvements de tempo, d'auteur, d'intensité sonore, au lieu de les expliquer sur la base d'une activité symbolique cérébrale, nous avons tendance à assumer aujourd'hui que ces formes sonores en mouvement ont un impact direct sur la physiologie humaine parce qu'elles évoquent des résonances corporelles donnant lieu à la signification. Donc, quand nous écoutons une symphonie de Beethoven, c'est comme si nous imitions les mouvements de ces petits bonhommes imaginaires qui bougent, tout comme au cirque, nous imitons intérieurement avec nos muscles et nos micro-mouvements les gestes de l'acrobate. L'expérience esthétique, la signification et les émotions que nous éprouvons à l'écoute d'un morceau de musique dépendraient de notre manière d'interpréter ces résonances corporelles, donc cette imitation intérieure des mouvements imaginaires qui sont dans la musique. Tout comme dans le cas des relations intersubjectives, nous pouvons associer la tendresse à un mouvement souple et de faible intensité, ou l'agressivité à un mouvement saccadé et de grande intensité. Selon le musicologue belge Marc Lehmann, ces processus cognitifs et corporels d'imitation des formes sonores en mouvement auraient pour conséquence l'effet de percevoir la musique comme un véritable être intentionnel, un agent social virtuel, Virtual Social Agent. C'est un concept de tendance aujourd'hui dans la musicologie contemporaine. Donc son idée est de considérer qu'il y aurait une prédisposition humaine à attribuer de l'intentionnalité aux choses qui bougent et avec lesquelles nous bougeons ou que nous imitons. Je comprends les actions des autres personnes comme étant des actions intentionnelles parce que je peux les simuler et les comprendre en termes de mes propres actions intentionnelles. Du moment où nous attribuons des intentions, des objectifs, des qualités sensibles, des émotions à un objet ou à une forme en mouvement, nous créons mentalement donc une agence sociale virtuelle avec qui une relation intersubjective est possible. Bien évidemment, la musique n'est pas un autre sujet humain, mais elle offre des formes sonores en mouvement qui, grâce aux articulations corporelles, sont associées à nos actions. En ce sens, la musique peut être considérée comme un agent social virtuel dont les actions peuvent être émulées et avec qui on peut établir une relation d'empathie. J'appelle donc cette dernière possibilité empathie avec l'être musical, l'agent social virtuel. Je voudrais conclure avec quelques exemples venant de différentes sociétés du monde qui permettent d'illustrer de manière plus concrète cette idée d'agent social virtuel, d'être intentionnel que nous créons mentalement lorsque nous écoutons la musique. Le deuxième exemple, s'il vous plaît. Merci. Le musicien qu'on voit ici s'appelle Bella, pleure non tant parce qu'il joue une mélodie triste, l'accordéoniste, mais plutôt parce qu'il joue la chanson de sa mère. En Transylvanie, où j'ai réalisé des recherches de terrain pendant plusieurs années, il est très commun parmi les tziganes d'associer une mélodie à une personne particulière. Et on dit, ça c'est la chanson de Maria, celle-ci est la mélodie de Stéphane, etc. Ce processus d'association entre personne et mélodie est tellement fort que je l'ai défini comme un cas d'animation ou de personnification de la musique. Dans ce cas, l'agent virtuel que la musique offre à la conscience, entre guillemets, n'est pas anonyme comme les petits bonhommes qu'on a vus tout à l'heure, mais un visage bien précis, la mère malade, les pères décédés, les fils en prison. En jouant la mélodie personnelle de ses proches, ce musicien établit une relation intersubjective, une relation d'empathie ou de sympathie avec ces identités sonores, ces êtres qu'il convoque par la musique. Ce n'est pas un hasard si les tziganes de cette région affirment explicitement que celui qui pleure avec la musique est plus empathique que les autres. Dans notre propre culture musicale, musique classique occidentale, l'association entre des formes sonores et des êtres vivants est pratiquement absente. Raison pour laquelle, dans la littérature scientifique, on parle simplement d'un effet de mémoire épisodique,
connu sous l'expression de « chérie, ça c'est notre mélodie », c'est-à-dire une mélodie nous rappelle par exemple le jour de notre mariage, parce qu'on l'avait choisi, c'était notre chanson préférée, notre musique préférée. Or, lorsqu'on regarde dans d'autres cultures, ces associations donc, entre un rythme, une mélodie et une personne ou un être ne sont pas utilisées pour se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un, mais pour interagir avec cette entité vivante. Dans le rituel de possession au Bastard, région d'Inde centrale décrit, étudiée par mon collègue Nicolas Prévost de l'Université Nanterre, on convoque les divinités au marché des dieux en jouant leur mélodie, chaque divinité a une mélodie différente, afin d'installer un dialogue avec elles. La musique n'est donc ni un simple appel à l'esprit, à la divinité, ni une représentation de la divinité, mais plutôt la divinité elle-même qui se manifeste dans sa forme sonore. Ces interactions avec de véritables êtres sonores sont très fréquentes dans les rituels de trance, comme le montre mon dernier exemple, s'il vous plaît. Un petit peu de volume. La tarantata si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Merci. Dans le tarantisme, rituel de guérison présent dans l'Italie du Sud jusqu'aux années 60 du siècle dernier, on dit que les personnes, et surtout des femmes, qui montrent des troubles ou des comportements hors normes ont été piquées par des araignées. Bien évidemment, la source du problème n'est pas les venins d'une tarentule imaginaire, mais plutôt un quelque désordre émotionnel, psychique. Les musiciens, qui sont localement considérés comme des thérapeutes, enchaînent différentes mélodies dans l'objectif d'identifier le type d'araignée qui est censé avoir piqué leur patiente. Quand les musiciens trouvent la bonne mélodie, la femme patiente commence à danser, ou plutôt à imiter les mouvements de telle araignée. Les textes qu'on entend dans les films, texte de Salvatore Quasimodo, prix Nobel pour la littérature en 1959, dit « La femme tarentulée s'est fait araignée, devient l'araignée qui est en elle ». Il s'agit en effet d'un véritable mimétisme gestuel. La patiente imite les mouvements de l'agent qui est considéré comme responsable de sa propre maladie, agent qui est personnifié par la mélodie particulière que les mélodies jouent à ce moment-là, que les musiciens jouent à ce moment-là. Donc, les musiciens font un diagnostic musical de la maladie et puis insistent en jouant, en répétant la même mélodie pendant le temps que la danseuse, la femme qu'on voit danser, imite les mouvements de l'araignée. Ce n'est pas un cas isolé ou exotique. De nombreuses pratiques thérapeutiques dans le monde se basent sur une personnification acoustique de l'agent source de la maladie et sur l'imitation des mouvements de cet agent. Pour conclure, je suggérais que l'empathie musicale peut être comprise comme une extension à un niveau plus complexe, bien sûr, de différentes formes d'engagement corporel avec la musique. L'empathie est souvent liée aux émotions et aux sentiments. Ainsi, avoir empathie avec ou pour la musique signifierait que les hommes sont capables de s'identifier à l'expression émotionnelle contenue dans la musique, comme si cette expression pouvait être partagée avec la musique. Il est probable que les sujets puissent avoir l'impression d'être impliqués dans une relation empathique avec la musique, ou plutôt avec ces agents sonores, ces êtres sonores, qui plus ou moins explicitement sont créés mentalement. Peut-être cela peut aider à expliquer pourquoi dans notre société, il est fréquent d'entendre des commentaires comme « la musique me fait sentir moins seul » ou « la musique me fait sentir mieux ».
D'une manière encore plus marquante, je pense, dans d'autres cultures, on entend les gens dire que la musique fait guérir. Et je pense qu'il est temps de prendre ces affirmations très au sérieux. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, Clément Rizet, de La Bonjour. Rochelle. Bonjour. Quelque part, Claude Lévi-Strauss écrit la musique, c'est comme le langage, mais sans la signification. Qu'en pensez-vous? Ouh. Oui, Lévi-Strauss avait tout à fait raison. Il n'y a pas de signification, mais il y a des émotions. On peut dire que c'est le langage des émotions. Donc, le problème, c'est que Lévi-Strauss n'a pas voulu s'intéresser aux émotions humaines. Et donc, il nous a laissé avec disons, une compréhension des sociétés, des artefacts artistiques des sociétés qui ne prend pas en compte les côtés émotionnels, en disant, ça c'est pour les psychologues, c'est pour d'autres personnes à s'en occuper, nous étudions des relations humaines, d'autres choses. Donc, voilà, pour répondre brièvement, c'est ce que je pense. Moi, j'avais une question sur le fait que certaines personnes n'arrivent pas à travailler avec de la musique et d'autres arrivent à travailler avec de la musique. Et par rapport à ce que vous disiez, la relation empathique qu'on peut avoir avec la musique, j'ai l'impression que si on a cette relation, difficile de se mettre dans autre chose et de bosser en même temps. Et on voit ces deux types de comportements. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous parlez de gens, de thérapeutes, dans un milieu thérapeutique? Pas du tout de gens, comme oui. Voilà, de la population, on va dire, générale, qui peuvent travailler avec de la musique et se mettre complètement dans leur travail. D'accord, j'ai compris. Et d'autres en sont incapables. Je pense, moi personnellement, je fais partie de ceux qui n'arrivent pas du tout. C'est-à-dire que, justement, peut-être parce que c'est mon sujet de recherche, mais j'ai l'impression que la musique m'offre tellement de présences. Voilà, c'est ça dont on parle. Ce sont des présences avec lesquelles on crée, pas toujours de manière consciente, des relations intersubjectives. Des êtres, des petits bonhommes ou alors des visages clairement identifiables. Et donc, personnellement, quand je travaille, je préfère être tout seul. Donc, je ne mets pas de la musique. D'autres personnes, probablement, ceux qui essayent de travailler avec la musique, si nous allons regarder quelle musique ils choisissent pour travailler, nous trouvons quand même des constantes. Rarement, ils vont travailler, disons, avec de la musique, avec des paramètres musicaux qui impliquent une hyper-présence de quelque chose, très rythmique, très, très fort. Ils travaillent avec de la musique lente, avec un volume, non, pas toujours. Je ne sais pas, mais ça peut être un sujet intéressant à aller regarder. Je pense qu'il y a des différences entre les individus. Aussi. D'autres questions ? Moi, je trouve intéressant que, alors on va faire un pont là vers nos domaines, c'est la question de la musicothérapie, de montrer que les évolutions des techniques aussi, d'imagerie, de neurosciences, de la recherche, vont pouvoir maintenant venir étayer aussi scientifiquement l'intérêt de la musicothérapie et comment ça agit dans les processus psychiques et valider finalement la musicothérapie comme une offre de soins oui, valable. Et je pense à nos collègues de la Réunion qui font une étude en ce moment sur musicothérapie et crise suicidaire. Donc je serais intéressée de voir effectivement comment ils articulent ça et quels résultats ils vont avoir. C'est un commentaire prévisible, extrêmement important. C'est ce qui m'a convaincu, disons, ce qui m'a motivé à venir participer à ce colloque. C'est justement cela. Ce que je peux dire, c'est que en tant qu'ethnomusicologue, nous sommes fréquentés, nous sommes
nous voyons ça toujours dans n'importe quel contexte culturel. La musique est présente dans des contextes de thérapie ou de prévention. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit les seuls éléments en jeu. La musique toute seule ne fait rien, hein, évidemment. Il faut tout un autre ensemble de paramètres contextuels. Mais j'invite juste ceux qui s'occupent de musicothérapie en France ou en Occident en général de solliciter les regards des ethnomusicologues et pour regarder ce qui se passe dans d'autres régions du monde, dans d'autres contextes culturels et pour évidemment apprendre de ces contextes-là, avoir peut-être l'humilité aussi d'apprendre des contextes où la musique depuis des siècles est utilisée, est inscrite ou est au centre même des processus thérapeutiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Alors moi, je n'ai pas forcément de questions, mais j'ai juste envie d'apporter un témoignage. Donc, moi, je suis Charles Coquelin, je suis Gestalt analyste et j'ai travaillé auprès des ados pendant les 15 dernières années. Et je me suis livré à plusieurs expériences, à savoir notamment avec des adolescents en difficulté de langage. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à exprimer leurs émotions, ce dont vous parlez. Et simplement de leur poser une question, qu'est-ce qu'ils aiment d'un point de vue musical? Et ce que moi j'ai observé avec le temps, c'est ce qu'ils aiment, c'est transmettre ce qu'ils aiment au niveau musical, mais surtout sur les plans où on n'a pas de connaissances. Je pense au rap particulièrement. Moi, je ne connais absolument rien dans le rap. J'y connais toujours rien et je dirais que je m'en vanterai un peu, parce que ça donne toujours la possibilité à l'autre de transmettre à travers le rap. Je dis, moi, je m'intéresse à tel rappeur. Ah oui, et donc, quand vous vous intéressez à ce rappeur, qu'est-ce qu'il dit? Comment il le dit? Est-ce qu'il y a de la musique, etc. Et d'un seul coup, la relation qui semblait difficile, d'abord, commence à devenir beaucoup plus simple. Le fait que cet adolescent, il vienne transmettre son intérêt, et du coup, il a un auditeur. Et il est évident, enfin, moi, il me semble évident, que l'auditeur, du coup, devient quelqu'un qui a pour lui de l'intérêt, et là, le lien, il commence à se construire. Il se construit à partir de cet aspect musical. Ça, c'était le premier aspect. Et puis, une chose qui n'a pas été évoquée ce matin, moi, j'aimerais juste l'évoquer là, dans l'instant. Alors, ça n'a rien à voir avec la question du suicide de manière directe. En région parisienne, il y a un médecin qui a fait une expérience avec des malades Alzheimer en travaillant sur la musique. Et en leur apprenant collectivement des chants. Et on se rend compte que ces personnes Alzheimer, progressivement, elles apprennent assez facilement les chansons. Qu'ensuite, il y a des notions au niveau de l'autonomie qui se réparent petit à petit. Donc, comme quoi, la musique aurait certainement des intérêts de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux gens cette pathologie Alzheimer depuis combien de temps ils connaissent la chanson, ils vont vous dire depuis 40 ans, alors qu'ils l'ont appris il y a 15 jours. Mais c'est ce qui fait la différence. Mais malgré tout, d'un point de vue de l'autonomie, ça a vraiment des incidences. C'était juste ce témoignage, merci. Si j'ai 30 secondes pour réagir à ce commentaire. Oui, le cas du rap est un peu particulier parce qu'il passe beaucoup par les langages, évidemment par les textes. Et le rap, c'est une musique qui est censée, qui a un côté éducatif, disons, par les jeunes, par les gens qui écoutent, par le public. Donc, ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Exact. Donc il y a un côté, en tout cas, de la langue très important qui dépasse un peu les propos de la musique comme substance sonore. Et le cas de l'Alzheimer, c'est un cas très étudié au niveau de l'impact de la musique sur les fonctions cognitives, évidemment. Et pas seulement, effectivement, chanter en groupe, donc cette forme d'empathie intersubjective peut améliorer des fonctions, mais surtout jouer la musique préférée de la personne qui a la maladie d'Alzheimer, dès sa jeunesse. Donc là, on peut dire sa chanson, et ça revient à tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, sa mélodie, ce qui identifie cette personne musicalement, lui faire entendre ça, réactive, et ce sont des études très explicites qui montrent ça, réactive, a des bénéfices en tout cas sur des fonctions cognitives comme notamment le langage. Il y a un film qui s'appelle un documentaire, Being Alive, je pense que ça s'appelle, disponible aussi sur YouTube, qui montre des cas, des réponses à la musique, à la chanson donc personnelle chez des malades d'Alzheimer qui est frappante à cet égard-là.